Bonjour et bienvenue pour les grands thémas de CIO, le monde informatique. Nous allons parler aujourd'hui d'IA, une fois n'est pas coutume. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Mick Lévy. Bonjour Mick. Bonjour. Alors Mick, vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation chez Orange Business. Vous avez 25 ans d'expérience dans l'IT, la data, l'IA. Vous avez un autre métier, je dirais aussi en complément, vous êtes conférencier, Ouais, animateur sur les sujets de data IA, Ouais. animateur d'un podcast qui s'appelle Trench Tech, qu'on peut retrouver où en fait Trench Tech est dispo sur toutes les plateformes, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer et autres. Et c'est un podcast dans lequel on explore les impacts sociétaux de la tech en recevant des sociologues, des chercheurs, des scientifiques, des politiques, des poètes parfois. Pour voir comment la tech transforme la société. Prochain sujet, l'IA et la poésie. Il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. Et vous êtes aussi auteur. Donc vous aviez sorti il y a 5 ans, c'était Sortez vos données du frigo. C'est ça. Et là, vous sortez IA Mania. Voilà. Exactement. Donc avec une baseline moi, que j'aime bien, c'est sortez de la fascination et entrez dans la transformation. Alors je vous propose en fait d'aller sur ce thème-là. On va parler un peu de cet aspect, buzz est un vieux mot maintenant, mais de fascination, et de voir comment on va aller dans cette transformation pour, je dirais, passer le plafond de verre et passer l'IA à l'échelle. Et ce qui est intéressant, si vous le remarquez bien, l'IA est marquée qu'un petit i. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'il y a une vraie raison que vous expliquez dans le livre. Alors c'est pour, dès le démarrage, faire sortir de la fascination. À mon avis, c'est vraiment l'enjeu clé. Il y a une fascination énorme en ce moment pour l'IA. On voit tous des publications LinkedIn où on dit c'est bluffant, mais je crois que le terme bluffant est tout à fait juste. C'est du bluff parfois. Et finalement sur l'IA, il faut se rendre compte à quel point l'intelligence, au sens humain en tout cas, est tout à fait minuscule par rapport au caractère artificiel qui lui est majuscule. C'est ne pas oublier que derrière ce sont des algorithmes qui ont été programmés par l'homme. C'est ce que je veux marquer d'entrée de jeu. Je crois qu'il faut revenir à une forme de rationalité, comprendre ce qui se cache vraiment derrière l'IA, comprendre quels en sont les véritables risques et puis quels sont ceux qu'on nous agite beaucoup pour des raisons marketing. C'est à ce prix-là, au prix de cette compréhension, qu'on sortira de la fascination, qu'on en fera des choses vraiment utiles et qu'on trouvera un chemin pour l'entreprise pour créer une valeur durable et dont l'enjeu, ce ne sera pas tant un enjeu technologique, même s'il ne faut pas le nier évidemment, ce sera avant tout un enjeu de transformation de l'entreprise, de stratégie. Et j'appelle vraiment les dirigeants et les décideurs globalement des entreprises à s'en saisir. Mais rassurez-moi, vous avez quand même été bluffé 25 ans avec la sortie de ChatGPT, ça vous a quand même un petit peu bluffé. Ah bah c'est totalement bluffant. Mais on se tutoie Olivier. On peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Un petit peu. Et en plus, ça aussi c'est un autre point que dès l'intro, je veux tuer. Tout le livre se passe au tutoiement. Au tutoiement, c'est vrai. Au précédent, j'avais fait au vouvoiement. C'était en conclusion que j'avais dit bon, on a passé 300 pages ensemble, maintenant on se connaît bien, on peut se tutoyer. Là, je me suis dit, je ne vais pas m'embêter. Dès le début, on se connaît bien, on se tutoie. Ça me va bien. Il y a une autre chose, justement, passer cette mania, la l'IA mania, on est en plein dedans, il faut faire de l'IA, il faut faire de l'IA aux entreprises, il faut absolument faire de l'IA. On parle d'investissement à coût de milliards. Et là, vous parlez, si on prend un peu de leçon du passé, parce qu'il faut savoir un peu regarder dans le rétroviseur. L'histoire des technologies, on risque de connaître, peut-être, vous ne savez pas, mais un hiver de l'IA. C'est quoi l'hiver de l'IA? Alors c'est que l'histoire de l'IA est bien plus longue que celle de la naissance de ChatGPT. ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022, donc maintenant quasiment 4 ans. Pour beaucoup, on a l'impression que l'IA est née avec ChatGPT, pas du tout. C'est une discipline qui date des années 50, de 1950, du siècle précédent donc. Et dès 1956-57, on a eu les premiers réseaux de neurones qui sont encore les fondements des IA qu'on utilise aujourd'hui. Et donc en fait, c'est une très longue discipline qui a évolué depuis 70 ans en connaissant des à-coups, des moments de grand progrès. Il y en a eu beaucoup dans les années 2010 en particulier avec ce qu'on appelait le deep learning. Et puis là, depuis les années 2020, on a tout ce qui est autour des algorithmes transformers qui permettent d'avoir les IA génératives et agentiques maintenant. Et donc, au passage dans cette histoire, il y a eu des à-coups qui nous ont fait beaucoup progresser et puis il y a eu des stops assez violents. Et l'IA a connu 2 hivers, 2 périodes pendant lesquelles les investissements étaient gelés. On n'a plus cru à cette discipline-là qui ne tenait pas ses promesses. Et ces 2 périodes dans lesquelles à chaque fois on avait des surpromesses qui étaient faites, des investissements qui affluaient très très fort et qui ont donc été déçus et donc des stops assez violents. Et pour vous, là, on est dans la surpromesse ou pas ?
Alors, on est dans la surpromesse sur un certain nombre d'éléments, notamment il y a le marketing des grands patrons de la tech et de l'IA qui est régulièrement dans la surpromesse. Néanmoins, on ne se retrouve pas dans la même situation que celle des précédents hivers. Là, il y a énormément d'usages, il y a beaucoup de données disponibles, il y a une puissance de calcul qui permet aussi de remplir ces promesses-là. Et puis, on voit que c'est en train de se diffuser. En moins de 4 ans, on compte 1,4 milliard d'utilisateurs des IA à travers le monde. Donc, je ne crois pas qu'on aura un frein violent comme on l'a connu dans d'autres hivers, mais il faut prendre garde à ces surpromesses. Ce ne sera peut-être pas un hiver rude, mais un hiver doux. On va peut-être avoir un automne. On n'a plus de saison, de toute façon, mon pauvre monsieur. Donc... D'accord. Mais donc, méfiance, on peut avoir une petite retombée du soufflet. Là, il faut faire gaffe à ça quand même. Même provisoirement. Alors, dans le livre, ce qui est intéressant, ça nous s'intéresse beaucoup donc, au monde c'est notre cible, c'est le monde de l'entreprise au DSI. Vous avez 101 cas d'usage dans ce livre. Alors, ils sont très détaillés, c'est très riche. Et puis, vous avez une méthode, comment arriver justement à faire passer à l'échelle, puisqu'on parle toujours un peu du POC-flop, le MIT qui avait sorti un peu ces chiffres sur le passage à l'échelle des projets IA et le passage du POC, qui sont de l'ordre de 10%, quoi, donc très peu. Mais on a l'impression qu'il y a plein de bonnes choses. C'est vraiment une méthode. Et j'ai l'impression que sur le marché, qu'est-ce que vous voyez? Que les entreprises, en fait, ça devrait être donné gratuitement, je dirais, aux entreprises, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles ne suivent pas. Donc, on a une vision qui doit être plutôt bottom-up, venant du métier, transformation des métiers. J'ai l'impression d'avoir plutôt du top-down en disant il faut faire de l'IA, on va choisir des outils, d'avoir une vision techno, en fait, des choses. Alors, effectivement, moi, c'est le point de départ. Dans la 4e de couverture, je rappelle ces chiffres. 88% des entreprises déclarent faire de l'IA. Si on demande est-ce que tu fais de l'IA, la réponse est oui. Parce que j'utilise Copilot. Et là, voilà par exemple. Oui. Et la question d'après, c'est est-ce que tu en tires une valeur mesurable? Et la réponse est oui dans seulement 6% des cas. D'accord. 88% des entreprises qui font de l'IA d'une manière ou d'une autre, seulement 6% qui ont tiré une valeur mesurable. Et moi, ce que j'ai cherché à faire avec ce livre, c'est combler le gap. Me dire, mais pourquoi il n'y a pas plus de boîtes qui arrivent à vraiment tirer une valeur? Et pourquoi alors? Et pourquoi? Parce que c'est un sujet en réalité de transformation. L'IA, une fois qu'on a compris le sujet technique, une fois qu'on en comprend les possibilités, une fois qu'on en comprend les cas d'usage, si on veut en tirer une véritable valeur, il faut se doter d'une vision et à haut niveau dans l'entreprise, parce que c'est un sujet qui va encore une fois transformer l'entreprise. Il faut dérouler ces cas d'usage avec le plus grand sérieux. Il faut accepter de transformer l'entreprise réellement. Un exemple, on a eu un projet chez Orange Business il y a une dizaine d'années pour une entreprise en B2B qui perdait beaucoup de clients. On fait toute une étude sur leurs clients et on se rend compte que le facteur numéro 1, c'est le manque de contact parfois entre l'entreprise et son client. On préfère même un client qui appelle pour dire qu'il est mécontent qu'un client qui n'appelle pas du tout pendant 6 mois ou 2 ans. D'accord. On met en place une IA qui sait détecter quels sont les clients les plus fragiles. Et donc, le marketing avec qui on a fait ce projet-là est ravi, communique des listes aux commerciaux. Mais les commerciaux s'en fichent. On va même jusqu'à proposer de fixer automatiquement des rendez-vous, d'envoyer automatiquement des mails aux clients pour faire prendre des rendez-vous aux commerciaux en tenant compte de leur tournée pour pas que ça leur fasse faire de détours, mais être sûr que ces rendez-vous soient pris. Et les commerciaux ne veulent absolument pas. Pourquoi? Parce que le projet est arrivé par le marketing, que les commerciaux n'ont pas envie de transformer direction commerciale globalement ses habitudes, son process de gestion des rendez-vous, et donc terminé et l'attrition client reste exactement la même. Donc en fait, il aurait fallu prendre le projet à l'envers, quoi. Il aurait fallu qu'il y ait une impulsion plus forte au niveau d'un sponsorship, plus fort au niveau de la direction générale, certainement. Et il aurait fallu se dire, OK, on a un sujet de transformation, on a un sujet à minima de conduite du changement vis-à-vis des commerciaux. Peut-être qu'il faut changer le projet qui ne soit pas fait par le marketing, mais plutôt par le commerce. Peut-être qu'il va falloir faire des formations. Peut-être qu'il faut adapter la manière dont on le fait. Mais en tout cas, là, c'est un exemple tout simple, c'est un sujet de transfo. Et demain, on va avoir des exemples beaucoup plus complexes. On commence à parler de systèmes d'IA agentiques qui vont pouvoir gérer les stocks de bout en bout pour l'entreprise. Là, les chamboulements en termes de transfo vont être encore plus forts. Il faut connaître tous les process, toute la supply chain. Enfin, c'est une vraie analyse des processus métiers, quoi. Oui, et puis il va falloir accepter de transformer sa manière de travailler. Si on veut gagner avec l'IA, il faut changer sa manière de travailler, revisiter ses processus, revisiter ses habitudes, revisiter les outils qu'il y a autour pour que l'IA soit vraiment efficace et apporte une valeur mesurable. Vous étiez sur les sujets de data, enfin vous êtes toujours, parce que l'IA c'est de la data, mais on a eu une grosse période big data.
Si on prend les leçons du passé, à un moment donné, on a construit des data lakes. Il y avait un analyste d'IDC qui avait dit tout le monde construit des data lakes, personne ne nage dedans, c'est-à-dire on construit sans avoir vraiment de stratégie. Et l'autre côté, c'était l'approche par use case. Mais du coup, l'approche par use case, on fait des choses pour un use case sans avoir de stratégie globale. C'est un peu des dérives comme ça qui continuent aujourd'hui, quoi, en fait. Oui, mais mine de rien, quand même, les entreprises progressent. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celles qui ont construit des data lakes, parfois, effectivement, sans vraiment de vision, sans de use case directement derrière, et ben aujourd'hui, elles profitent de ces data lakes parce qu'elles ont une infrastructure de fondation exactement pour les données qui leur sont utiles pour baser les IA agentiques et que les agents prennent les meilleures décisions de façon automatique. Cette stratégie data était utile parce que de toute façon, il faut avoir cette structure data. Exactement, on progresse quand même. Et il y a une autre chose qu'il faut aussi accepter, c'est qu'on est dans des sujets d'innovation. Et on ne sait pas encore quels sont tous les cas d'usage possibles. Et si on va voir un métier en lui demandant quels sont tes besoins vis-à-vis de l'IA, des fois il ne sait pas. Et bien souvent, il ne sait pas. Et il ne faut pas lui en vouloir. Et il faut trouver quand même les moyens d'avancer. Donc le réflexe de dire on fera de l'IA quand tu auras des besoins, c'est mort, c'est foutu, ça ne pourra pas marcher. Il faut que les outils s'installent. Il faut qu'il y ait une impulsion à la fois bottom-up des personnes pour qu'elles utilisent de plus en plus les outils d'IA, qu'elles comprennent les possibilités, et top-down de décideurs qui se disent « Ok, il faut qu'on revisite complètement ce processus, il faut qu'on crée un nouveau service avec l'IA, il faut qu'on crée un nouveau produit avec l'IA, il faut qu'on intègre de l'IA dans nos produits existants. » Et ça, c'est une impulsion qui vient plutôt des décideurs, bien souvent des membres du CODIR ou du COMEX. Et c'est par cette double impulsion que peu à peu vont se dégager les meilleurs cas d'usage et qu'on va trouver une valeur que j'ai appelée durable pour l'entreprise parce que transformationnelle. Alors, dans le livre, vous parlez peu de la DSI. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un projet de DSI? Alors, ce n'est pas un projet que technologique. D'accord. C'est ce que j'explique à longueur de temps. Si on prend le sujet de l'IA comme un sujet technologique uniquement, on perd. Pourtant, c'est un sujet qui a une dimension technologique qu'on ne peut pas ignorer, évidemment. Donc, le DSI va avoir pleinement son rôle à jouer dans les choix technologiques, dans le niveau de souveraineté et de confiance qui va avoir lieu au moment du choix de solutions technologiques, dans l'architecture qui est à mettre en place, dans les infrastructures et dans toute la gestion aussi, la partie financière, de la maîtrise de la partie financière qui est un vrai sujet à l'ère de l'IA, comme ça l'est sur le cloud avec le FinOps par exemple. Donc le DSI a son rôle à jouer. Et qui pilote la stratégie IA alors? Mais ce n'est pas le DSI, voilà exactement, qui va pouvoir transformer, qui est en charge de la transformation de l'entreprise, qui est en charge de la transformation des métiers. Ce que vous voyez sur le terrain, vous, principalement, s'il y a un peu des schémas qui se détachent, pour qui pilote, si on doit parler d'un individu, d'une structure, c'est quoi? C'est plutôt les entreprises, le CDO qui… Alors ça peut être ça, effectivement, les entreprises qui veulent vraiment mettre l'accent sur l'IA, qui veulent en faire un vrai sujet de transformation, nomment une directrice ou un directeur de l'IA. Le Chief AI Officer. Quoi. Exactement. Et ça peut être parfois le Chief Data Officer, effectivement, qui évolue en Chief Data and AI ou en Chief AI Officer. Ça dépend aussi des moyens qu'a l'entreprise. Mais ce qui est encore plus marquant, je trouve, c'est l'endroit où on rattache cette fonction-là. Si on la rattache à la DSI, je pense qu'on n'a pas compris que l'IA, c'est un sujet de transfo et de stratégie avant tout, même s'il ne faut pas ignorer l'aspect technologique, je le redis. Si on le rattache à un unique métier, on n'a pas compris le côté transformationnel transverse. Et ma petite histoire toute simple que je t'ai donnée avant entre le marketing et le commerce ne va pas être résolue. Donc soit on rattache cette personne à la direction de la transformation, quand il y en a une, et là, on comprend que c'est transverse et que c'est transformationnel pour l'entreprise, soit directement pour les entreprises qui voudront le plus en tirer parti, directement comme un membre du CODIR ou du COMEX à part entière. Et là, on placera vraiment l'IA au cœur du sujet. La stratégie au top. Tu remarqueras que j'ai du mal à te tutoyer toujours. Tu as vu que moi, j'ai aucun mal. Je pratique le tutoiement radical. Ma boulangère, je n'en remets pas encore complètement, mais… Voilà. Alors, tu parles aussi de l'iceberg des risques. Oui. Enfin, c'est l'iceberg des risques. Ouais. Où on retrouve en fait les sujets qu'on connaît, qu'on traite ici, de risques liés à l'IA, notamment de cybersécurité, de souveraineté, on y reviendra, et l'aspect social. Et je dirais qu'il y a une vraie vision un peu schumpeterienne à chaque fois qu'on fait des débats un peu sur l'IA, sur la création de valeur et la destruction de valeur. Quel est ton avis là-dessus ? Alors, il n'est pas tranché dans le bouquin, c'est un peu un équilibre, mais justement, est-ce qu'on va créer plus d'emplois qu'on va en détruire? On dit aujourd'hui, si on dit, bah voilà, votre métier, il est mort, monsieur. Bon, monsieur. Oui. Alors, ce que j'explique avec cette image de l'iceberg d'Eric, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions et qu'on nous agite, et les grands patrons de la tech nous agitent constamment les risques les plus visibles, donc c'est en haut de l'iceberg, l'IA qui pourrait se retourner contre nous façon Terminator, l'IA qui produirait ce qu'on appelle le job apocalypse, donc le fait de détruire massivement l'emploi. Alors que
sous la table ou sous les océans, les vraies questions se posent. Et en l'occurrence, en la matière, la question plus intéressante pour moi est comment nos jobs vont évoluer. Comment on va travailler dans 5 ans, dans 10 ans, quand l'IA se sera installée partout. Sur la question de la destruction de l'emploi, je vais être très clair, moi je n'y crois pas du tout. D'accord. Pour certaines fonctions, bien sûr, oui. Être traducteur aujourd'hui, on y croit. Voilà, c'est évidemment compliqué. Mais qu'on ait le job apocalypse qui nous promettent, moi, je n'y crois absolument pas. C'est avoir une vision beaucoup plus trop technocentrée de cette question-là, alors que la question du travail, globalement, et des emplois, certes, la techno joue un rôle, mais il y a un tout petit paramètre en ce moment qui s'appelle la démographie, qui va jouer un rôle bien plus important, et il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Et d'ailleurs, il y a une déclaration pas plus tard que vendredi dernier, on enregistre là, on est le 5 juin si je ne me trompe pas, donc c'était à peine quelques jours, de Sam Altman, patron d'OpenAI, derrière ChatGPT, et de Dario Amodei, patron d'Anthropic, qui fait Claude, disant « Désolé, on s'est trompé, il n'y aura pas de job apocalypse ». Et ça participe juste d'une stratégie marketing dans laquelle ils soufflent le chaud et le froid, dans laquelle ils jouent avec la peur et l'envie à chaque fois de montrer surtout que leur technologie est tellement puissante qu'elle pourrait tout balayer et donc qu'il faut absolument s'en occuper et créer ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, l'urgence d'aller utiliser leur technologie. C'est du marketing, non ? C'est du marketing, ça a admirablement bien marché. Il faut arrêter cette fascination, il faut arrêter de se laisser berner et regardons par contre comment nos métiers sont en train de se transformer. Regardons par contre tous les impacts qu'ont l'IA sur la façon dont on travaille et ils commencent déjà à se faire jour pour beaucoup. Ça doit être un vrai game changer pour le métier, sinon l'IA n'a pas d'importance. Est-ce que, fort de ce constat, tu penses que l'IA est un danger pour l'humanité ? Est-ce que tu as lu l'encyclique du pape là, dernièrement, justement ? Alors que moi, il y a 130 pages, j'ai fait synthétiser par l'IA. Mais c'est justement remettre un peu l'humain au centre de ça, l'humanité au centre de ça. Alors l'encyclique a été effectivement très commentée. C'est remarquable qu'un pape s'en saisisse. Je ne sais pas si c'est la première fois sur la technologie. Non, visiblement, il y avait eu des précédents, mais effectivement, là, les derniers papes qu'on a eus étaient assez loin de la question. Et il a raison de remettre l'humain au centre du jeu. Ce qui fait peur en ce moment, c'est pas tant l'IA elle-même que la façon dont elle est exercée, dont elle est organisée autour d'un oligopole de seulement quelques boîtes très majoritairement américaines. Ces quelques boîtes qui sont extrêmement proches du pouvoir américain. Le pouvoir américain qui s'en sert pour exercer de la surveillance. Regarde ce qui se passe avec ICE, la fameuse milice de l'immigration. Le pouvoir américain qui s'en sert pour faire la guerre. Il suffit de regarder ce qui se passe au Moyen-Orient et l'IA est utilisée de façon très forte. Des acteurs comme Palantir notamment. Exactement. Et pour parvenir à s'imposer au niveau mondial en ayant un oligopole qui est quand même solide et très organisé. Ce que tu dénonces, c'est pas l'USA, mais USAI, en fait. C'est l'IA US. Mais en fait, si on revient sur des sujets d'oligopole et de souveraineté, est-ce que, alors ça revient beaucoup de souveraineté, alors souveraineté un peu toutes les sauces, on parle aussi de sovereign washing là aujourd'hui, mais est-ce que tu penses qu'il y a encore on peut encore se battre nous sur quelque chose, on s'appuie sur notre pépite Mistral, mais on a déjà un peu perdu la bataille du cloud, on sait que c'est un peu compliqué. Quelle est ta vision toi de la souveraineté de l'IA ? Alors c'est un sujet évidemment essentiel. Et qui a plein d'aspects. Au-delà de la maîtrise de nos données, il y a la maîtrise de notre destin numérique, simplement. Quelqu'un à la Commission européenne a rappelé que si les États-Unis voulaient couper tous les systèmes de paiement, on pourrait même plus pouvoir payer quoi que ce soit en Europe, tellement l'empreinte de Visa est forte. Il y a le kill switch, mais il y a aussi la dégradation petit à petit des services. Ils peuvent ne pas couper, mais dégrader la performance. Exactement. Et puis, peuvent aussi choisir d'augmenter les tarifs, ce qu'on a déjà vu sur le marché. Donc cette dépendance est vraiment inquiétante. Associé à ça, il y a des enjeux économiques. Les États-Unis ont fait de la tech un fleuron de leur économie. Je crois que c'est 80% de la croissance du PIB américain qui est poussée par les valeurs de la tech. On les finance. Alors que nous, la tech est totalement absente.
Donc, si on arrivait à à ce que les entreprises choisissent plutôt des solutions de technologie françaises, c'est toute une économie qui ira derrière et donc des emplois, etc. Donc, l'enjeu de la souveraineté, il est multiple et il y a plein de gradations. On ne peut pas dire c'est souverain ou c'est pas souverain. D'où le fait que ce soit du sovereign washing, parce que des fois, tu mets un tout petit peu plus de confiance ou de souveraineté dans ces solutions et tu te dis que tu es souverain. Bon, en vérité, il y a 50 nuances de souveraineté. On est sur de l'hybridation. Alors, est-ce que l'Europe va s'en sortir là-dedans ? Il faut quand même s'appuyer sur nos quelques champions et effectivement les mettre en avant. Évidemment, Mistral est notre fleuron en la matière. Il y avait le Mistral AI Now Summit qui était semaine dernière dans laquelle ils ont annoncé des choses, dans laquelle ils montrent qu'ils ont une vision de ce que doit être l'IA et qui se différencie par certains aspects des acteurs américains. Donc il faut les soutenir. Il faut soutenir aussi tout l'écosystème cloud en France. Orange Business en est un des acteurs majeurs, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Et s'assurer aussi que les fonds soient correctement utilisés. Je pense quand la BPI, par exemple, vient financer un certain nombre de startups, si ces startups derrière, elles appuient toutes leurs solutions qu'elles développent sur AWS, ça veut dire qu'on prend de l'argent européen de la BPI pour le donner à des startups qui majoritairement dépensent leur argent aux US avec des crédits AWS. Voilà. Donc, quand on fait ça, on perd à la fin. Donc, il faut arriver à casser ce cercle infernal. Alors, est-ce que tu as écrit ce bouquin avec l'IA, Mick ? Non. La réponse est non. Par contre, tu vas me faire tuer tout le suspense puisque c'est l'objet précisément de la conclusion du livre. Bah oui, mais justement, je voulais y venir par tu parles d'AI shaming. C'est-à-dire qu'on a la honte d'utiliser l'IA. Ouais, et c'est parce qu'on peut l'utiliser partout, chacun l'utilise. Et vis-à-vis de son patron, ça peut être mal considéré, c'est ça ? C'est ça, c'est là qu'on commence à voir que l'IA est en train de transformer la manière dont on travaille. Parfois, on utilise de l'IA et puis on ne va pas le dire parce qu'on a l'impression que ça va dévaloriser notre travail. Et donc, ça appelle aussi le management dans les entreprises à assumer le fait de, oui ou non, faire utiliser l'IA et pour quel métier, pour quelles activités. Il faut vraiment qu'on prenne l'IA comme un assistant, quoi. Oui, c'est son assistant. Mais ça doit nous obliger à repenser la valorisation de notre propre travail. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut valoriser ? Si on veut valoriser le résultat, il faut encourager pour plein de travaux à utiliser l'IA parce que ça va aller plus vite et on aura même parfois un meilleur résultat. Si on veut valoriser l'effort, alors il ne faut absolument pas encourager à utiliser l'IA. Tu vois, ça va nous obliger à repenser la chaîne même de valeur et la valeur que chacun donne au travail et là où on veut le donner. Il faut se poser ces questions-là dans les entreprises, je crois. Très bien. Et alors, je te propose de rebaptiser. Le prochain bouquin peut s'appeler AI Pride, Proud of AI. Je ne sais pas, c'est d'être fier un peu d'utiliser l'IA. On le voit beaucoup aussi. On le voit beaucoup. Donc, je rappelle, Mick Lévy, donc IA Mania aux éditions Vuibert. Merci pour cet éclairage, Mick. En effet, on voit un peu, le conseil, il y a vraiment des cas d'usage très précis, une méthodo qu'on invite en fait toutes les entreprises à suivre pour crever ce plafond de verre. Merci à toi, Mick. Merci. J'ai dit toi. Merci. Bien joué. Et on se donne rendez-vous pour un prochain grand thème CIO, le monde informatique.